Pour la deuxième partie, M. Kelly va assurer avec les élèves qui sont en classe de terminale, n'est-ce pas? Oui, je vais faire les primitives qui concernent d'ailleurs toutes les séries. Qui me suit certainement a déjà vu en classe certains modes, mais il y a certains élèves qui ont toujours des confusions entre mode et temps. Il faudra comprendre leur définition. Le mode n'est rien d'autre, quelque chose qui nous montre comment on doit conjuguer ce verbe-là et pourquoi. Je dis bien, le mode définit comment on doit conjuguer un verbe et pourquoi on doit conjuguer ce verbe-là. Le temps dit simplement quand est-ce qu'on doit conjuguer ce verbe. Je dis bien, le temps dit quand est-ce qu'on doit conjuguer un verbe. Donc, il y a des modes et pour chaque mode, il y a des temps. C'est pourquoi ici, vous avez un adjectif possessif, les modes et leur temps. C'est-à-dire pour chaque mode, quels sont les différents temps que vous allez rencontrer. Voilà. Retenez bien, en français, nous avons principalement 6 modes. Certains me diront 7, d'autres vont me dire 8. Mais je vais vous expliquer pourquoi dans certains documents ou bien certains professeurs même vous diront que c'est 8 modes. Ces 6 modes-là sont catégorisés, impersonnels. Maintenant, pourquoi ces deux appellations différentes, mode personnel et mode impersonnel? Qu'appelle-t-on mode personnel? Qu'appelle-t-on mode impersonnel? Dans cette première catégorie, vous verrez l'ensemble des modes dans lesquels on conjugue un verbe ou bien on conjugue l'ensemble des verbes sauf les verbes impersonnels en y variant les personnes. Quand je dis en variant les personnes, c'est-à-dire de la première à la 6e personne. Retenez bien, en français, vous avez 6 personnes. Donc, première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel et troisième personne du pluriel. Ce sont les 6 personnes que vous avez en français. Dans ces modes-là, vous pouvez conjuguer l'ensemble des verbes, excepté des verbes impersonnels, en variant sur les 6 personnes. C'est pourquoi on les appelle des modes personnels. Ce qui n'est pas le cas pour la deuxième catégorie, c'est-à-dire les modes impersonnels. Pour les modes impersonnels, vous pouvez conjuguer les verbes, mais vous ne pouvez pas varier les personnes ou bien choisir l'une après l'autre. C'est-à-dire, pour ces modes qui se trouveront ici, vous ne pouvez pas dire je et conjuguer le verbe, tu, conjuguer le verbe, il ou elle, nous, jusqu'à la troisième personne du pluriel et conjuguer un verbe. Maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous donner l'ensemble des modes qui se trouvent ici et les modes qui se trouvent là. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils sont au nombre de 6. Maintenant, pour ces 6 modes, vous avez simplement, pour les modes personnels, 4. Donc, si c'est 4, cela veut dire qu'ici, il y a 2 modes personnels. Monsieur Kelly, merci beaucoup. Donc, pour les 4 modes personnels, vous avez le premier qui compte plus de temps d'ailleurs en conjugaison, qu'on appelle le mode indicatif. C'est le mode qui compte plus de temps. À part le mode indicatif, vous avez le mode subjonctif. C'est le deuxième mode qui a plus de temps aussi. À part le subjonctif, vous avez le mode conditionnel. Et enfin, ici, vous avez le mode impératif. Voilà les 4 modes que vous avez principalement pour les modes personnels. Et pour les modes impersonnels, vous avez principalement 2 modes. Il y a le mode infinitif, c'est-à-dire le verbe qui est à l'infinitif. C'est un mode. Il y a également le mode participe. Voilà. C'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes. C'est pourquoi des fois vous voyez 6, des fois vous voyez 7, des fois vous voyez 8 modes. Mais je vais vous expliquer pourquoi je vous donne simplement 6. Vous pouvez retenir 6, mais quand même le professeur qui vous dit 8 a ses raisons aussi. Voilà. Pour chaque mode, il y a une définition qui lui est particulière. À chaque fois que je vous dis, si vous retenez la définition d'un de ces modes-là et retenir les autres, vous devez retenir même toutes ces définitions-là, vous pouvez facilement les identifier. Qu'est-ce que le mode indicatif? Qu'est-ce que le mode subjonctif? Le mode conditionnel, l'impératif, le mode infinitif et enfin le mode participe. Je ne vais pas pouvoir écrire toutes les définitions, mais vous allez capter. Je rappelle aux élèves que vous pouvez toujours envoyer vos questions au 77 974 82 18. Retenez bien la définition du mode indicatif. On vous dit
Simplement, l'indicatif, c'est le mode des faits réels. C'est le mode des faits réels constatés dans le passé, le présent ou dans le futur. Pourquoi je vous dis dans le passé, dans le présent ou dans le futur? Parce que simplement, pour n'importe quelle phrase, la phrase ne peut se situer qu'au passé, qu'au présent ou bien qu'au futur. Il n'y a que ces trois axes de temps, présent, passé ou futur. Et je vous ai dit que le mode indicatif, c'est le mode des faits réels. C'est-à-dire, à chaque fois que vous employez le mode indicatif, ce que vous exprimez dans la phrase doit être vrai. Donc, c'est réel et constaté. Ce qui est constaté, c'est au passé. Le fait existe déjà dans le passé ou dans le futur. C'est-à-dire, le fait existe ou bien existera certainement dans des faits incertains. Mode des faits dépendant de la volonté, d'un jugement personnel. Bref, on dit simplement, contrairement à l'indicatif, que le subjonctif, c'est le mode de l'irréel. Donc, c'est ça sa définition. Indicatif, mode des faits réels. Subjonctif, mode des faits incertains ou bien mode de l'irréel. Dans une condition. Maintenant, ça nous reste le mode impératif pour les modes pour les modes personnels. L'impératif, comme son nom l'indique, donc c'est un mode dans lequel on donne un ordre, un conseil ou bien une suggestion. Donc, ici, on dira simplement que c'est le mode du commandement. Le plus souvent, quand on emploie le mode impératif, c'est pour donner un ordre, le plus souvent, donner un conseil, donner des suggestions ou bien des orientations. On peut également utiliser ce mode-là même pour exprimer une défense. Par exemple, si M. Kelly me fatiguait aujourd'hui, je peux lui dire « laisse-moi tranquille ». Là, je me défends. Maintenant, ça reste deux modes. Le mode infinitif et le mode participe. L'infinitif n'est rien d'autre que la forme ordinaire d'un verbe. C'est-à-dire, si je vous donne le verbe chanter, on vous dit à quel mode est ce verbe-là. Dites simplement que ce verbe est à l'infinitif. Et pour le participe, on dira que c'est le mode qui est un peu complexe. Pourquoi complexe? Parce que dans ce mode-là, on combine la forme verbale qui est associée d'un adjectif. Maintenant, dans ce mode, parce que je reviendrai sur les temps, mais je vais m'attarder un peu ici pour le mode participe. Il y a ce qu'on appelle le participe passé. Non, je prends d'abord le participe présent. Il y a d'abord le participe présent, le participe passé, il y a également le gérondif. Voilà. Des fois, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez voir dans certains documents, on vous dira qu'en français, il y a 8 modes. Arrivé au participe, on ne compte pas participe, mais on va dire indicatif, subjonctif, conditionnel, ça fait 4, n'est-ce pas? On dira participe présent, ça fait 5. Participe passé, ça fait 6. L'autre dira gérondif, ça fera 7. N'est-ce pas? Donc ici, retenez bien 6 modes. 2 catégories, mode personnel, mode impersonnel. Les modes personnels sont l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Les modes impersonnels sont les verbes dans lesquels on ne conjugue pas les verbes en variant les personnes. Et ici, vous avez simplement l'infinitif et le participe. Je vous ai dit tout à l'heure, pour chaque mode, il y a ses propres temps. Dans le mode indicatif, vous avez 8 temps, dont 4 temps simples et 4 temps composés. 4 temps simples et 4 temps composés. Les temps simples de l'indicatif sont le présent, les élèves le connaissent déjà, c'est le présent, le passé simple, l'imparfait et le futur simple. Et les temps composés, c'est le passé composé, le passé antérieur, le plus que parfait et le futur antérieur. Voilà les 8 temps que vous avez dans le mode indicatif. Et pour le mode subjonctif, vous avez ici 4 temps. Il y a 2 temps simples. Les 2 temps simples sont le présent
est l'imparfait du subjonctif. Et les deux temps composés, vous avez ici le passé du subjonctif et le plus que parfait. Donc, c'est le deuxième mode qui a plus de temps, à part l'indicatif qui compte 8. Et pour le mode conditionnel, ici également, il y a un peu de nuance, parce que certains vont vous dire que c'est 3 temps, d'autres vont vous dire que c'est 2 temps. Mais retenez principalement 2. Je vous dirai pourquoi. Il y a le conditionnel présent, il y a également le conditionnel passé. Pourquoi des fois vous avez 3 temps ici, ou bien on vous dit 3 temps? Parce que le passé du conditionnel existe sous 2 formes. Retenez bien. La première forme est simple, on dit simplement passé première forme. Et pour la deuxième, on dit passé deuxième forme. Maintenant, pour le passé deuxième forme, des fois, on ne le compte pas. Pourquoi? Parce que vous formez le passé deuxième forme à partir du mode subjonctif. Le passé deuxième forme se conjugue exactement comme le plus que parfait du subjonctif. La seule différence, c'est qu'au subjonctif, vous avez la conjonction que qui précède le sujet, alors que tel n'est pas le cas dans le mode, pour le mode conditionnel. Autre, oui? Il y a un élève qui, sous le nom de Amadou Sony, en classe de 5e, elle dit que ma question est que pourquoi le mode impersonnel n'a que 2? N'a que 2. Voilà, donc on y reviendra. Je termine ça, s'il vous plaît, monsieur Kelly. Donc, je disais donc que le passé deuxième forme, souvent on ne le compte pas parce que c'est un temps qui se forme à partir du mode subjonctif. Mais seulement dans le mode subjonctif, vous avez un que qui précède le sujet. Vous avez ce qui n'est pas le cas pour le passé deuxième forme du conditionnel. Autrement dit, vous vous référez des définitions, ils n'ont pas les mêmes emplois. Je vous ai dit tout à l'heure que le subjonctif, c'est le mode de l'irréel. Ici, c'est le mode des faits éventuels. Donc, si les emplois ne sont pas les mêmes, facilement vous pouvez identifier. Et à chaque fois, il faut se référer aussi à la conjonction que qui précède le sujet. L'élève a dit pourquoi ici on n'a que 2 modes impersonnels. Voilà, j'ai dit, vous verrez dans certains documents, ou bien certains professeurs même vont vous dire qu'ici il y a 3 modes ou bien 4. Parce que le gérondif est considéré, ou bien les temps qui sont, les parties qui sont là, c'est-à-dire participe passé, participe présent et gérondif, sont considérés comme des sous-modes. C'est-à-dire au lieu de 2, des fois on peut compter 1, 2, 3 et 4. Donc, nous l'avons trouvé ici, nous l'avons trouvé comme ça, 4 modes personnels, 4 modes impersonnels. Maintenant, pourquoi 2? Parce qu'à chaque fois, si vous avez un verbe à l'infinitif, donc l'élève qui me suit et qui avait posé cette question, par exemple, je prends le verbe avoir. On ne dirait jamais j'avoir, comme ça. D'une co conjuguée, ni. D'accord? Donc, on ne dira pas, si c'était le verbe partir, par exemple, on ne dira pas tu partir. Donc, le participe passé du verbe partir, vous avez parti. On ne dira pas non plus tu partis comme ça. Donc, si le participe présent du verbe partir est partant, on ne dira jamais. Des fois, à l'examen, on peut dire à l'élève, mettez cette phrase ou bien reprenez cette phrase au conditionnel passé. L'élève peut se perdre et dire est-ce que c'est le passé deuxième forme ou bien le passé première forme. Si on vous dit simplement au conditionnel passé, sans préciser première ou deuxième forme, prenez le passé première forme. Pourquoi passé première forme? Parce que simplement, je vous ai dit que le passé deuxième forme n'est pas en réalité un temps du conditionnel, mais c'est un temps du subjonctif. Donc, dans un devoir ou bien à l'examen, si on vous donne comme consigne, reprenez ce verbe au passé du conditionnel, sans préciser première ou deuxième forme, prenez le passé deuxième forme, parce qu'en réalité, le passé deuxième forme n'est pas un temps du conditionnel. Donc, M. Kelly, tout à l'heure, pourquoi je vous ai dit que vous pouvez voir des fois, pour certains professeurs vont vous dire 8 ou 7 modes, c'est à cause quand même de ces nuances-là. Donc, ici, on ne considère pas participe présent, participe passé et gérondif comme des temps, mais on peut les appeler également des sous-modes. Je répète bien, des sous-modes. Voilà. Pourquoi sous-modes? Parce qu'ici, dans le gérondif, il y a des temps. Dans le participe, dans l'infinitif également, vous avez des temps. Il y a l'infinitif passé, l'infinitif présent d'abord. Donc, si je prends le verbe chanter, par exemple,
l'infinitif présent, c'est chanter. Et il y a également l'infinitif passé, donc c'est avoir, auxiliaire, être ou avoir ou être, ça dépend du verbe. Si c'était le verbe partir, on va dire ici être parti. Ici, si c'est le verbe chanter, on aura ici avoir, avoir chanté. Par exemple, l'élève qui a posé cette question, pour ces quatre modes-là, je vous promets que je vais y revenir pour chaque mode, leçon par leçon. Donc, cette leçon, comme je vous l'ai dit, c'est juste pour permettre aux élèves d'identifier le nombre de modes et le nombre de temps qui existent en conjugaison. Donc, ici, je vous ai dit que c'est 2 temps. Ici, vous avez pratiquement des sous-modes, mais qu'on va considérer comme des temps 1, 2 et 3. Participe présent, participe passé et le gérondif. Maintenant, souvent, les élèves confondent ces deux, M. Kelly. Et l'élève qui me suit actuellement doit faire très, très attention entre le participe présent et le gérondif, conjuguer ce verbe. Comme l'élève peut rencontrer chantant simplement. Donc, faites très attention. Entre le participe présent et le gérondif, il n'y a qu'une seule différence. Seulement, c'est la préposition en qui précède le verbe. On vous donne le verbe chanter. Quel est son participe présent? Ne prononcez pas en. Participe présent, je dis. Le participe présent d'un verbe n'est jamais précédé de en. Le participe présent du verbe chanter, c'est simplement chantant. On vous donne manger, c'est mangeant. Réfléchir, c'est réfléchissant. Maintenant, pour passer du participe passé au gérondif, c'est en ce moment-là que vous allez ajouter en. Autrement dit, ce qui différencie les deux, participe présent et gérondif, c'est simplement la préposition qui précède le verbe. Vous avez la préposition, vous avez le gérondif. Vous n'avez pas la préposition, vous avez le participe présent. Et pour le gérondif, pourquoi je vous dis tout à l'heure que c'est des sous-modes? Parce que ici, vous avez le gérondif présent, vous avez également le gérondif passé. Donc, je vous promets que je vais y revenir avec ces différents modes-là et leurs différents temps. Et si on compte, M. Kelly, au total, on aura ici 6 modes, mais on aura également 21 temps généralement, d'accord? Ouais. Je dis généralement. Parce que si je compte les détails ici, ça nous fera pratiquement 23 temps. Donc, pour certains, c'est 21 temps. Pour d'autres, c'est 23 temps si on compte le gérondif présent, gérondif passé et le passé deuxième forme. Donc, chers élèves qui nous suivent actuellement, retenez bien qu'en conjugaison, vous avez 6 modes et 21 temps. 6 modes répartis en 2 grandes catégories, les modes personnels et les modes impersonnels. Quels sont les modes personnels? Vous dites l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Quels sont les modes impersonnels? Vous dites l'infinitif, le participe et le participe d'un verbe. Et le participe, c'est un mode dans lequel le verbe, on maintient la forme verbale, mais souvent associée, c'est-à-dire le verbe est à la fois à sa forme initiale, mais associé d'un adjectif. Voilà, M. Kelly, c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour ces différents, pour les généralités sur les modes et les temps. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser continuer avec les élèves qui sont en classe de terminale, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup, M. Niass. D'ailleurs, il y a une suggestion, je crois, et une question à répondre. Voilà, donc je pense que le professeur a dit: bonjour cher professeur, j'ai juste une suggestion à faire. On aimerait que l'émission soit diffusée 2 à 3 jours par semaine, ça serait très intéressant. 1 heure, c'est peu. D'accord. Abdoulaye, monsieur Abdoulaye Konaté, si vous venez de nous rejoindre, bien sûr. Monsieur Abdoulaye Konaté, je rappelle que l'émission cours du soir, c'était une émission qu'on avait commencé bien avant le confinement, mais qui va continuer quand même, même après confinement. Mais ce n'est pas une émission que l'on fait pratiquement les samedis seulement, parce qu'en cette période de confinement, certainement vous avez eu à... Peut-être vous avez raté certaines émissions matinales, mais en cette période de confinement, monsieur Konaté, on fait chaque jour, du lundi au vendredi, des émissions à partir de 11h ici, avec des différents invités qui vont faire des prestations pour les différentes matières, toutes les matières confondues, hein, de la 6e à la classe de terminale. Donc, M. Konaté, retenez bien, à partir de lundi, par exemple, si vous captez la chaîne, RDV, vous pouvez voir un autre professeur qui va faire une émission à lui seul en intégralité en 1 heure. Donc, c'est vrai que les cours qu'on a l'habitude de faire à l'école,
c'est simplement des cours de 2 heures à 4 heures, mais ici, comme on l'a dit, on n'a pas la possibilité de faire le cours dans son intégralité. On fait juste les grandes parties, comme je viens de le faire tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur cette leçon-là. Donc, à partir du lundi, mardi, mercredi, vous avez les émissions à partir de 11 heures. Jeudi, il n'y a pas d'émission parce qu'il y a une autre émission qui doit passer ici sur la télévision RDV à partir de 11 heures. Mais lundi, mardi, mercredi, vendredi, les émissions se font ici à partir de 11 heures en cette période de confinement. Mais l'émission du samedi, c'est toujours ici sur la télévision RDV à partir de 16 heures. Je rappelle juste aux élèves qui nous suivent qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions au 77 974, excusez-moi, 974 82 18. Vous pouvez également émettre un appel direct pour poser vos questions. Les collègues également qui nous suivent et qui aimeraient apporter des contributions à ces cours que nous faisons là, vous pouvez toujours nous appeler au 88 628 15 14. Monsieur Kelly. Merci beaucoup, M. Niass. Donc aujourd'hui, comme promis, nous allons essayer d'attaquer les primitives et intégrales. Donc ce chapitre-là porte sur 2 parties, les primitives et les intégrales. Donc j'ai fait en grand 1 les primitives. Les primitives. Donc en quelque sorte, les primitives, pour avoir une explication plus simple, ce n'est rien d'autre que le contraire de la dérivée. Donc si nous avons une fonction et on me dit de la dérivée, cela veut dire qu'on nous a donné la fonction primitive. Donc pour avoir une définition simple, on va dire qu'une primitive, soit si on avait une fonction grand F par exemple, la fonction grand F est appelée primitive, de petit f sur un intervalle i, en général, il est continu sur l'intervalle i, tel que la dérivée grand f de x égale à petit f. C'est-à-dire, si on dérive la fonction de départ, la primitive grand f de x, on trouve petit f. Je vous donne un exemple très particulier. En général, on nous donne la fonction f de x égale par exemple x au carré. Nous tous nous savons que la dérivée de x au carré nous donne 2x. Cela veut dire quoi? Si on fait le retour, ça veut dire qu'on doit trouver la primitive. Donc si ça c'est la dérivée, donc ça cela veut dire que c'est la primitive. Mais comment on a fait pour trouver la primitive, sachant que primitive de 2x égale x au carré? Pour ce faire, on aura besoin de différents types de formules. Et c'est à partir de ces formules-là que nous allons essayer d'évoquer notre cours. Par exemple, nous avons différentes formules. Je vais essayer de les étaler dans le tableau. Et à chaque fois, je vais essayer de donner des exemples. Supposons la formule la plus simple. C'est par exemple, nous avons une constante A appartenant à R. Donc si ça c'est la fonction de départ, ça sera grand F, c'est-à-dire la primitive. Donc si nous avons ça comme grand F, on aura la primitive de A ne sera rien d'autre que AX plus une constante, si les primitives ne sont pas bien sûr tous déterminées. Cela veut dire quoi? Un exemple. Si on avait 2, la primitive de 2 ne serait rien d'autre que 2x plus une constante. Donc, pour vérification, on va dériver 2x. Si on trouve 2, nous avons x, ou bien x au carré, ou bien x au cube. Là, on va utiliser cette formule-là. Si nous avons par exemple x seulement, cela veut dire qu'ici, notre puissance, c'est combien? C'est 1, parce que tout nombre est élevé à la puissance 1. Mais on ne l'écrit pas. Vu que la puissance, c'est 1, automatiquement, en appliquant cette formule-là, on va dire que c'est 1 plus 1, x à la puissance 1 plus 1, qui me donne 1 demi de x au carré plus une constante. Et là, pour vérifier si nous avons trouvé ou pas, il suffit seulement de dériver 1 demi de x au carré. La dérivée de 1 demi de x au carré, dérivée de x au carré, ça donne 2x. Donc 2x fois 1 demi, il nous restera bien sûr x. On peut avoir aussi la même chose pour x au cube, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai des exercices à faire après, on va essayer d'aborder ça plus clair. Nous avons aussi la formule par exemple 1 sur x à la puissance n. Là aussi, c'est une formule. On me dit que c'est moins d'abord, vu qu'il est en bas, 1 sur
n moins 1, x à la puissance n moins 1. Donc c'est le cas par exemple de 1 sur x au carré. Mais sachez que en général, le n que nous allons avoir là au dénominateur doit être supérieur toujours à 1. Sinon, on aurait 1 moins 1 qui me donne 0. Or, x à la puissance 0, ça me donnera 1. Donc, on ne donnera pas une fonction, mais une constante. Tout à fait. OK. Donc là, par exemple, on peut dire 1 sur x au carré. Si on a 1 sur x au carré, on peut trouver comme primitive moins 1 sur n. n ici, c'est 2. Moins 1. X à la puissance 2 moins 1, et on va avoir moins 1 sur x seulement. Pourquoi? Parce que la dérivée de 1 sur x, par exemple, égale à moins 1 sur x au carré. Donc, si on dérive ça, on va trouver la fonction de départ, c'est-à-dire moins 1 sur x au carré. Nous avons aussi d'autres formules. Par exemple, 1 sur racine carrée de x. Là aussi, c'est 2 racine de x. Et là, c'est une formule directe à appliquer. Nous avons aussi la racine de x a pour primitive 2 tiers de x racine carrée de x plus une constante. Nous avons aussi les formules particulières, c'est-à-dire les fonctions ln ou bien les fonctions expo ou bien aussi les fonctions sinus ou cosinus. Et là, je vais en revenir tout de suite. Mais ça, sachez que ce sont les fonctions les plus simples, à part les fonctions expo, ln et cosinus et sinus. Donc, je vais effacer. Voilà, merci beaucoup, M. Kelly. Je vais profiter pour répondre à ces élèves-là qui posent des questions qui concernent la première partie. L'élève dit, par exemple, si on lui demande simplement le temps du verbe dans une phrase, à chaque fois, c'est-à-dire il y a des temps que vous allez retrouver dans tous les modes, par exemple le présent ou bien le passé. Des fois, on peut vous donner dans une phrase, on vous dit par exemple, Sidi va à l'école. Si vous dites simplement que le verbe est conjugué au présent, mais il s'agit de quel présent? Est-ce que c'est le présent de l'indicatif, le présent du subjonctif ou autre? Donc, à chaque fois, on peut vous demander simplement le temps. Bon, des fois, il y a des erreurs de consigne, ça peut arriver. Mais le plus souvent, quand les professeurs vous demandent le temps du verbe, ils vont vous demander également le mode. Donc, peut-être il y aurait des erreurs dans certaines consignes, mais retenez bien, il y a des temps que vous allez retrouver simplement dans le mode indicatif, comme par exemple le passé composé, le futur antérieur et le passé antérieur. Pour ces types de temps-là et le passé simple, si on vous dit à quel temps, vous pouvez vous limiter là-bas. Parce que quand vous dites passé composé, vous ne le retrouverez pas dans les autres modes. Mais si vous dites présent, il faut à chaque fois préciser présent de l'indicatif, présent du subjonctif ou bien présent du conditionnel. Voilà, donc M. Kelly, merci beaucoup. Donc je rappelle aux élèves qu'ils peuvent toujours nous appeler au 88 628 15 14. Vous pouvez également nous envoyer vos questions à travers le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran. 77 974 82 18. M. Kelly, merci beaucoup. Donc, exemple, pour les deux fonctions que je disais, des fonctions qui sont particulières, si nous avons par exemple exponentielle de AX, là, pour trouver sa primitive, exponentielle de AX, sachant que par exemple, la dérivée de expo de AX n'est rien d'autre que A exponentielle de AX. Donc, pour retourner en arrière, c'est comme si on va diviser le fait de diviser par A revient à la fonction de départ. C'est pour cela qu'on va avoir pour primitive, c'est 1 sur A exponentielle de AX plus une constante. Cela veut dire quoi? Ça y est, exponentielle de 2x. Sa primitive, c'est 1 demi de x pour 2x. Si on met exponentielle de 3x, c'est 1 tiers de exponentielle de 3x. Une fonction ln, par exemple. La fonction ln, pour trouver sa primitive, en général, c'est par démonstration. On nous dit que c'est x ln de x moins x plus une constante. Mais là, en général, on le fait à travers une intégration par partie, avec une variable t. Mais là, après, je vais en revenir lorsque je ferai les intégrales. OK. Donc, pour les fonctions cosinus et sinus. Donc, tout ce que j'ai dit jusque-là concerne toutes les séries, que ce soit la série L, la série ST et G, la série S ou bien la série T. Mais par contre, les cosinus et les sinus concernent seulement les élèves de la série S. Pour ce faire, je vais vous donner un cercle. Sachant que le cercle trigonométrique, nous avons ici le sinus ici, le cos ici, le moins cos ici, c'est moins sinus. Et nous tous, nous savons que
le cercle trigonométrique s'oriente dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, ni le djem. Vous faites que ni le djem, ça signifie que ça, c'est la partie positive. Donc, ça, c'est la partie positive. Et quand on écrit positive, ça commence par un P. Mais quand on écrit aussi primitive, ça commence par un P. Cela signifie quoi? Primitive de cosinus égale sinus, primitive de sinus égale moins cos, primitive de moins cos égale moins sinus, et primitive de moins sinus encore égale cos. Lolo waral, donc bon, on fait cos de x seulement, sa primitive, c'est sinus de x plus une constante. Si on met encore, supposons moins cos, ta primitive de moins cos, ça n'a rien d'autre que moins sinus. Par contre, si on met sinus de x, la primitive de sinus sera moins cos de x plus une constante. Bon, on met par contre moins sinus, la primitive de moins sinus sera rien d'autre que cos, il suffit seulement de diviser par un signe moins. Donc, mais il y a aussi d'autres formules quand ce n'est pas sinus de x ou cosinus de x. Par exemple, si nous avons le cosinus de ax, le cos de ax plus b, par exemple, là, sa primitive, sachant que primitive de cos égale sinus, et primitive de sinus égale moins cos, là, on va jouer sur ça. Primitive de cos égale quoi? C'est sinus. D'abord, j'écris sinus de ax plus b, plus une constante. Ma pare ci loolu waaye xam naa ni su may dérivé cosinus de u de x, sa dérivée c'était quoi? C'était u prime cosinus de u. Léegi pour ñu am fonction de départ, il suffit seulement de diviser par u prime. Loolu moo waral pour avoir cette formule là, il suffit seulement d'apporter 1 sur a. Le u ici c'est ax plus b. Donc, et là aussi, pour le sinus, si nous avons sinus de ax plus b, la primitive de sinus de ax plus b, d'abord, on s'intéresse sur la primitive de sinus. Primitive de sinus égale moins cos. Donc, voilà, j'écris moins cos de ax plus b. Vous voyez sur l'eau, sachant que vous dérivez sinus de u, c'est u prime sinus de u, donc il suffit de diviser par la dérivée de ax plus b, c'est-à-dire 1 sur a avec un signe moins. Donc, en gros, ce sont les différentes formules que vous pouvez capter pour les primitives. Pour les primitives. Mais j'avais apporté 2 ou 3 expressions comme exercice. Donc, je vais essayer de les étaler un peu. Je vais effacer. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions à poser, vous pouvez directement nous contacter au 88 628 15 14 ou bien nous envoyer vos messages sur WhatsApp au 77 974 82 18 aussi. Voilà, j'essaie juste de répondre encore à une question qui concerne toujours la première partie. Les élèves ont réagi un peu tardivement. Donc, l'élève demande si on aura le subjonctif toujours après la locution adverbiale, après que. Voilà, donc après que, le plus souvent, ou bien après il faut, l'expression il faut, c'est-à-dire le verbe impersonnel falloir, toujours avec la subordonnée conjonctive. Si après il faut, vous avez la subordonnée conjonctive par que, le verbe qui suit se met toujours au subjonctif. Après que également, le plus souvent, vous avez le mode subjonctif. Je pense que c'est un élève qui est en classe de CM2 qui a posé cette question. Je pense que la réponse est claire maintenant. Oui, monsieur Kelly. Il y a aussi 2 formules que j'avais oublié de mettre. Ces 2 formules-là, c'est le cas de u' à la puissance n, qui a pour primitive 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1, et la formule u' sur u à la puissance n aussi, qui n'est rien d'autre que moins 1 sur n moins 1, u à la puissance n moins 1, et la dernière primitive u' sur u, qui nous donne directement la ln de valeur absolue de u. Donc, ce sont les 3 formules que j'avais oublié de donner. Donc, ici, j'ai un exemple. f de x égale x au cube, moins 2x plus moins 2x. Donc, si on me demande de chercher sa primitive, je vais regarder d'abord, il est écrit sous quelle forme. C'est écrit à la forme x à la puissance n. Sans que vous fassiez le coup, x à la puissance n a pour primitive 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Donc, mon grand f de x ne sera rien d'autre que 1 sur n ici c'est 3. Je vais avoir c'est 3 plus 1, x à la puissance 3 plus 1, plus moins d'abord 2,
2 bi day photo sama newu ci je la recopie d'abord et je cherche la primitive de x comme ça que li ma defoon fait xamoon nañu ni la primitive de x n'était rien d'autre que 1 demi de x au carré comme ça avec x à la puissance 1 plus une constante et là si on calcule on va avoir 1 quart de x puissance 4 moins en simplifiant il va me rester moins x au carré plus une constante et si on veut vérifier ba xam ndax lu ñuy def noonu la ou bien qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit seulement de dériver. La dérivée de x à la puissance 4, c'est 4x à la puissance, 4x à la puissance 4 moins 1. Il va me rester donc 3 et les 4 vont se simplifier. Or, dérivée de x au carré égale 2x, ce qui nous montre que l'une définie donc, c'est comme ça. Il y a aussi par exemple d'autres fonctions, que si on me donne la fonction par exemple, f de x égale 2x moins 1 sur par exemple x au carré moins x plus 2, le tout à la puissance 3 par exemple. Là, je sais que par exemple, si je pose u égale x au carré moins x plus 2, là je vais avoir la dérivée x au carré moins x plus 2, le tout à la puissance 3 moins 1 plus une constante. Et là, on va avoir moins 1 sur 2, facteur de x au carré moins x plus 2, le tout au à la puissance 2 plus une constante. Voilà, merci beaucoup, M. Kelly. Il y a des élèves qui continuent à réagir, notamment Omar K, qui nous félicite quand même de ce travail-là que l'on fait avec la télévision RDV. Il y a un élève qui a posé la question à savoir est-ce qu'on fait des cours pour les classes de seconde? Effectivement, donc les cours que nous faisons ici, ça concerne tous les élèves. Mais pour chaque émission, quand même, on cible un niveau. Mais il y a des leçons que l'on fait pratiquement qui concernent toutes les classes, toutes les classes. Même si c'est une leçon qui est écrite niveau terminal, ou bien niveau 3e, si vous êtes en classe de seconde, à chaque fois, je me dis que les cours que nous faisons, c'est pour vous tous. Que vous dépassez le niveau ou bien que vous devez avancer, quand même, l'essentiel, c'est quand, suivant un prof qui fait cours, vous allez retenir quelque chose. Donc, si vous êtes en classe de seconde et qu'on fait un cours qui concerne les élèves qui sont au collège, vous allez faire une révision. Donc, si ça concerne les élèves qui sont en classe de première ou terminale, vous allez juste avoir des prérequis, n'est-ce pas? Donc, l'essentiel, c'est de suivre ces cours-là. Mais retenez bien, les cours, c'est pour tous les niveaux. Et à chaque fois que l'on invite un professeur ici, le niveau est bien défini. Mais si ça ne vous concerne pas, vous pouvez quand même suivre. Je vous rappelle juste que vous pouvez continuer vos questions à travers le numéro WhatsApp 77 974 82 18. Oui, M. Kelly, vous pouvez continuer. Merci beaucoup, M. Niass. Donc ici, ce que nous devons capter pour ce genre-là, ça y est fait un rapport. Bon, il est écrit sous cette forme-là. À chaque fois, posez U, la fonction qui est sous la puissance. La fonction qui est sous la puissance, quand il y a une puissance, automatiquement posez que U. De vérifier ici, est-ce qu'il est écrit sous la forme U' sur U à la puissance n, ou bien est-ce qu'il est écrit sous une autre forme. Mais par contre, si on n'avait pas, par exemple, cette puissance-là, par exemple, si on avait f de x égale 2x moins 1 sur x au carré moins x plus 2. Donc, en procédant de la même sorte, on voit que u égale x au carré moins x plus 2 a pour dérivée 2x moins 1. Cela signifie quoi? Cela signifie que ici, c'est écrit sous la forme u' sur u. Or, on nous a dit que la dérivée de u', la primitive de u' sur u n'est rien d'autre que ln de valeur absolue de u. C'est-à-dire, on va avoir ici ln de valeur absolue de x au carré moins x plus 2 comme primitive. Donc, cela notre primitive grand f de x. On va avoir une autre fonction, par exemple, avec certains exemples, dire que c'est 2x moins 1, par exemple, ou bien je la multiplie par un 2, par exemple. Par exemple, je fais 2x, facteur de x au carré, moins x plus 2, à la puissance 3 jusqu'à présent. Là aussi, on remarque que si on posera u égale x au carré moins x plus 2, on trouve que la dérivée jusqu'à présent, c'est 2x moins 1. Cela veut dire qu'il est écrit sous la forme u' à la puissance n, c'est-à-dire à la puissance 3. Et là aussi, il suffit seulement d'appliquer la formule. C'est 1 sur n plus 1, 3 plus 1, u, x au carré moins x plus 2, à la puissance 3 plus 1, plus
une constante qui va me donner la primitive, c'est-à-dire 1 quart de x au carré moins x plus 2 à la puissance 4 plus 1, une constante. Donc, si vous avez des puissances, que ça soit un produit, ou là, on va changer notre écriture. Ils ont multiplié ici par une valeur, c'est-à-dire un multiplicateur 2. Sachant que ici c'est 2x moins 1, la dérivée de x au carré moins x, or ici c'est 4x, on va essayer de dire que c'est 2 facteurs de u' à la puissance 3, ce que l'on va avoir comme forme. Mais boba, on va avoir 2 facteurs de la primitive de ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est 1 quart de x à la puissance 2 moins x plus 2 à la puissance 4 encore, et sera multiplié par 2 pour trouver 1 demi de x au carré moins x plus 2 à la puissance 4 plus 1, une constante. Donc pour vous dire qu'il faut faire attention, il faut regarder si c'est multiplié par un nombre ou bien c'est divisé par un nombre. Parce qu'au lieu de par exemple 4x, il peut dire 1 demi de x, par exemple, moins 1 demi. Et là, on saura que c'est comme si c'est divisé par 2, la dérivée. Et j'ai un dernier exemple avec les fonctions sinus et cosinus. J'ai un dernier exemple. Voilà, je pense que, M. Kelly, j'ai une question ici. L'élève Madeleine en classe de terminale qui pose une question, je ne sais pas, bon, il n'y a pas de point d'interrogation, donc la question c'est primitive de sinus de x puissance 4. Primitive de sinus de x puissance 4. Oui, pour ce genre-là, il suffit de passer par une linéarisation. Si nous avons par exemple f de x égale sinus de x à la puissance 4. Là, pour trouver ce genre de primitive, il suffit toujours de faire une linéarisation. Et pour linéariser, vous avez le choix de passer par le triangle de Pascal ou bien de passer par les formules de L'Heure. C'est-à-dire, nous savons que le sinus de x n'est rien d'autre que exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i. Loolu la ñu jàngal en classe. Donc, élevé à la puissance 4 revient à élever tout ça aussi à la puissance 4. Et là, il suffira de passer par un développement. Sinon, on peut aussi passer par le triangle de Pascal. Mais je vais prendre la méthode la plus simple, c'est-à-dire passer par le développement. C'est-à-dire, xam naa ne e de x moins i moins exponentielle de moins ix. C'est la puissance 4, donc su ma nee xam ne c'est la puissance 2 sur a au carré moins 2ab plus b au carré exponentielle de moins ix, le tout au carré, facteur de encore, là aussi je vais faire la même chose, exponentielle de ix au carré moins 2 exponentielle de ix, facteur de exponentielle de moins ix plus exponentielle de moins ix, le tout au carré, sur, en bas, en élevant au carré, je vais trouver par exemple moins 4, autant pour moi. Là aussi, je vais trouver moins 4. Et là, ça va me donner, sinon même je peux laisser ça comme ça. Je peux laisser ça parce que cela peut avoir une importance en bas pour les sinus et les cosinus. Je vais voir. Après, très rapidement, ça nous reste 3 minutes. Hein, exponentielle de x, exponentielle de 2. Ix moins, ici c'est expo de ix moins expo de x, ça expo de 0 c'est 1, il va me rester 2. Ici c'est plus exponentielle de moins 2ix, facteur de exponentielle encore de 2ix moins 2 encore, plus exponentielle de moins 2ix sur 2i, si on veut on peut même rassembler tout, hein, sur 2i au carré à la puissance 4, bipa, je vais mettre ça à la puissance 4, et là, je vais additionner, c'est-à-dire, je vais développer exponentielle de i2x, ça donne exponentielle de 4 et x. Par multiplication, je vais avoir aussi moins 2 exponentielle de 2ix. Par multiplication encore, je vais avoir plus exponentielle de moins plus, ça me donne 1. Et je développe encore, ça me donne moins 2 exponentielle de 2ix. Moins 2, ça donne plus 4. Le 2 encore, ça me donne moins 2 exponentielle de moins 2ix. Et là aussi, je vais développer le dernier, c'est-à-dire plus encore. Il va rester ici 1, exponentielle de moins 2x, exponentielle de 2ix, moins encore 2, exponentielle de moins 2ix,
plus exponentielle de 4ix plus exponentielle de moins 4ix. Quand l'air n'a pas l'air, vu qu'ici il y a un signe plus, cela veut dire que ça doit être une cosinus. Donc je vais mettre ici seulement sur 2. Il va me rester quoi? Si je mets ici sur 2, cela veut dire que 2i au carré, 2i à la puissance 4, c'était combien? C'était 16. Parce que 2 fois 2 fois 2, ça donne 16. N'est-ce pas? Donc ici, 2, il va me rester 1/8. D'accord, merci M. Kelly. Il y a d'autres questions, mais quand même, avant cela, avant de terminer. Donc, si je pense que si le temps ne nous le permet pas, vous allez juste y revenir la prochaine fois. Je peux y revenir. Que, voilà. Donc, après, je vais vous garder cette question-là pour la prochaine fois. Donc, l'élève qui a posé cette question, primitive de cos de x puissance 3 multiplié par sinus de x puissance 4. Donc, on reviendra sur cette question-là la prochaine fois, sûrement samedi avec M. Kelly, ou bien même dans la semaine à partir de 11h. Donc, je vous laisse très rapidement terminer cela parce que nous sommes à la fin du temps, M. Kelly. Donc, et là aussi, je vais rassembler les termes semblables, c'est-à-dire donc ça donne moins 4. Donc, j'ai factorisé par moins, ça me donne 4 facteurs de exponentielle de 2x. Ñaar aussi. Nous avons plus exponentielle de moins 2x, ma avoir plus 5, 16e. Et là, il suffit seulement d'appliquer les formules particulières que j'avais données tout à l'heure, c'est-à-dire primitive de cos de ax égale 1 sur a, sinus de ax. Je vais avoir donc la primitive grand F de x égale 1 sur a, donc c'est 1 quart fois 8, ça donne 1 13e de sinus de 4x. Et là aussi, moins 1 quart de sinus de 2x et primitive de 5 16e, c'est rien d'autre que 5 16e de x plus une constante. Donc c'était ça la réponse pour la primitive de sinus à la puissance 4px. Voilà. Donc pour les autres questions, on va y revenir, Inch'Allah, peut-être dans d'autres émissions. Voilà, merci beaucoup. Merci, M. Kelly. Nous sommes malheureusement à la fin du temps et il y a beaucoup de choses à dire encore. Il y a des questions quand même on va essayer d'y revenir la prochaine fois. Donc, pour les élèves qui ont posé des questions et qui n'ont pas encore leur réponse, je vous promets que samedi prochain, ou bien dans la semaine en tout cas, si M. Kelly est disponible, ou bien même un autre professeur de mathématiques, on y reviendra. Donc, M. Kelly, nous sommes à la fin du temps. Votre dernier mot aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie encore d'avoir suivi cette émission. On était sur les primitives, donc qui est un chapitre donc qui n'est pas du tout facile, mais en général il suffit seulement d'appliquer les formules pour pouvoir les faire. Donc pour vous qui avez posé vos questions, Inch'Allah, le chapitre n'est pas encore terminé. Comme je vous l'avais dit, c'était 2 parties, primitive et intégrale. Donc je vais revenir sur les questions que vous avez déjà posées, Inch'Allah, avant de continuer sur les intégrales. Donc je vous donne rendez-vous samedi prochain ou bien dans la semaine si je serai disponible, bien sûr. Voilà, apparemment il y a des élèves qui viennent de découvrir l'émission, mais l'émission date de plus de 4 mois maintenant. Donc vous pouvez revoir l'ensemble des émissions. Si vous tapez sur YouTube RDV Sénégal, cours du soir, vous pouvez revoir quelques émissions là-bas, ou bien Facebook de RDV, vous tapez RDV Sénégal et vous cliquez sur vidéo. Quand vous défilez, vous verrez beaucoup d'émissions cours du soir qui concernent pratiquement tous les élèves qui sont au collège ou bien au lycée. On reviendra même certainement à l'approche des examens faire quelques quotidien mais